C'est super beau, j'aime beaucoup le haut et le bas est très confortable. J'aime bien le zip là, je trouve que ça donne un petit plus. Ce soir de novembre, chez Naomi comme chez Justine, c'est ambiance défilé de mode. Les deux jeunes femmes viennent de recevoir leur dernière commande Shein et elles adorent. Dans le paquet, il y avait donc un training, il y avait un pantalon. Et puis on avait un top sans manches et un top assez court avec des longues manches. Il y avait un petit sac et 2 paquets avec des fossiles. Tout ça pour combien ? 62 francs. À 18 ans, Naomi est une cliente plus que régulière. Celui-ci vient de chez Shine, celui-ci aussi. Après on a des autres styles de pantalons comme des matières comme ça qui viennent aussi de Shine. Voilà en beige. Vous avez une idée du nombre de vêtements Shine que vous avez commandés depuis que vous avez commencé ? Alors moi je pense qu'il y en a facilement peut-être 150 entre les tops, pantalons, les sacs, les petites choses. La marque chinoise est active sur le marché suisse depuis le mois d'août 2021. Un succès fulgurant chez les jeunes femmes et les adolescents pour ces vêtements vendus exclusivement sur Internet. Une consommation comme une addiction. Moi, je commande à peu près, on va dire, 1 à 2 fois par mois. Et puis, je dirais que je vais un petit peu tous les jours regarder s'il y a des nouveautés sur les sites, des habits qui pourraient me plaire. Combien de fois par jour à peu près ? 4 à 5, je dirais. J'ai vraiment tendance à y aller quelques fois. 15 à 20 minutes à peu près, parfois où j'y vais. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à regarder, un petit peu différentes. Il faut dire que le choix est presque infini. Chaque jour, des milliers de nouveaux articles sont mis en ligne. Ce qui me plaît beaucoup, c'est le choix. Il y a vraiment énormément de choix. C'est un peu comme un Zalando géant. Et surtout aussi les prix, c'est très intéressant parce que le pull que je vais trouver à Zara pour 60 francs, je vais l'acheter à 20 francs peut-être sur Shein. Du coup, c'est assez cool quand même. Vous avez l'impression que les autres sont trop chers en fait ? Oui, surtout que c'est la même chose. Enfin, vraiment, la qualité, pour moi, elle est équivalente que j'achète mon pull à Zara ou à Mongo ou à H&M. Enfin, toutes ces grandes marques, que ce soit Bershka, c'est vraiment pareil que Shein. Du coup, pour moi, je comprends pas pourquoi je devrais mettre un prix plus important, alors que c'est la même chose. Un avis de cliente convaincue par une marque qui copie largement ses concurrents. Le prix, le choix, un marketing redoutable, les ingrédients d'un succès planétaire. Car Justine et Naomi sont loin d'être seules. Aujourd'hui, Shein est l'un des leaders mondiaux de la mode éphémère. L'entreprise livre ses produits dans plus de 150 pays. Une marque qui cible les très jeunes, dont la valeur dépasse les 64 milliards de dollars. Autrement dit, Shein vaut désormais 3 fois plus que H&M. À ABE aussi, on a passé commande. Au rayon blazer vert féminin, pas loin de 400 modèles au choix. Nous optons pour un ensemble veston et pantalon affiché 36 francs. Grâce au rabais permanent de la marque, il nous sera facturé au prix dérisoire de 31 francs. Après 9 jours, le paquet est là. Et hop, on fait comme sur les réseaux sociaux. Bon, résultat pas très convaincant. Et surtout des vêtements qui posent une question, comment Shein parvient-elle à casser les prix ? Pour y répondre, direction le Lignon, où nous allons tenter de comprendre ce que représente la fabrication de ces vêtements. Floranda Becquiri est couturière, titulaire d'un brevet fédéral, elle enseigne au Centre des Arts Appliqués de Genève, et son verdict est sans appel. Bonjour Floranda. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Voilà, c'est le vêtement qu'on a acheté sur Shein. Vous en pensez quoi ? Donc il n'y a pas de doublure à l'intérieur du veston et puis la finition c'est fait uniquement à la surjeteuse, chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire non plus, à moins qu'on veut faire un travail vite fait. Ça c'est ce genre de choses, moi j'ai jamais fait. Et puis je pense aucune couturière. Non. On n'a pas l'habitude de travailler de cette façon. Du travail de mauvaise qualité, mais du travail quand même. Nous lui lançons un défi,
reproduire exactement les mêmes vêtements avec exactement les mêmes finitions. Car le modèle d'affaires de Shein est très particulier. La marque travaille avec une multitude de petits ateliers, souvent familiaux, à peine plus grands que celui de Floranda. Si on parle de Shein, il n'y a pas de qualité en fait. C'est vraiment, je pense, c'est des vêtements qu'on achète pour les porter 1, 2, 3 fois maximum. Et puis voilà, qu'on laisse de côté parce qu'au fur et à mesure des lavages, on voit que le vêtement il se modifie, que ce soit par la couleur, le rétrécissement. Il y aura forcément quelque chose qui va se dégrader en quelque sorte. Après avoir coupé, repassé, épinglé, surjeté, la couturière arrive enfin au terme de sa mission. Donc voilà, à l'intérieur, les finitions. J'ai essayé de reproduire les mêmes finitions que sur celui que vous m'avez ramené de chez Shein. Ici, sur toute la partie parmenture, c'est la partie que j'ai entoilée. Ensuite, on a les épaulettes, les deux côtés, forcément. Et puis voilà, double surpiqûre à l'ourlet pour faire la finition. Et alors, combien de temps il vous a fallu pour reproduire ce pantalon et ce veston? Donc, pour le veston et le pantalon, j'ai pris environ 8 heures pour le réaliser. 8 heures? Oui. Est-ce que vous auriez pu le faire plus rapidement? Non. Moins que ça, au niveau des heures de travail, j'aurais pas pu faire. 8 heures de travail pour un vêtement vendu 31 francs. Faisons donc un calcul grossier. D'après les chiffres de l'Organisation de défense des travailleurs Asia Floor Wage, le salaire minimum en Chine est équivalent à 4,30 francs de l'heure. Or, si l'on divise 31 par 8, on arrive à 3,90 francs pour une heure de travail, donc déjà largement en dessous du minimum légal. Et c'est évidemment sans compter la matière première, le transport, le marketing, l'administration ou la marge de Shein. Conclusion, soit les ouvriers sont exploités, soit le travail est bâclé, soit les deux à la fois. À ce stade, il faut aller à Canton, au sud-est de la Chine. La ville déborde d'ateliers qui travaillent pour Shein, des ateliers parfois minuscules, visités il y a plusieurs mois par des confrères français. Nous, on travaille pour un seul intermédiaire. On les aide pour les finitions, on termine de confectionner les vêtements, on ajoute les boutons et on emballe. Vous êtes nombreux à travailler pour cette marque ? Cette marque, elle nourrit la moitié de la Chine. Nourrir, mais guère plus. Dans cet autre atelier, Fang, couturière de 35 ans, a quitté sa région avec son mari pour trouver du travail. Nos 3 enfants sont restés au pays avec des enfants à gérer. Comment peut-on travailler en même temps ? Et à quelle fréquence est-ce que vous les revoyez ? Eh bien, nous rentrons chez nous pendant les vacances d'été. De toute façon, en ce moment, ils sont tous à l'école en internat. Quels sont vos horaires de travail ? Le matin, je commence à 8h et je finis à midi. L'après-midi, je reprends de 13h30 à 18h. Et le soir ? Le soir, je fais des heures supplémentaires de 19h à 22h. Et vous travaillez le week-end ? Le week-end, je ne fais pas d'heures supplémentaires, je m'arrête à 18h. 75 heures de travail par semaine, un seul jour de congé par mois. Avec 10 ans d'expérience, elle touche moins de 4 francs de l'heure et les travailleurs moins qualifiés sont encore moins payés. Des conditions dénoncées par Public Eye, organisation suisse qui fut parmi les premières à enquêter sur Shein. Ce qu'on peut dire, c'est que Shein, c'est un peu la fast fashion, la mode éphémère sous stéroïdes. C'est-à-dire qu'ils ont pris toutes les mêmes recettes que H&M, que Zara, mais ils les ont poussées à l'extrême. Et la première chose, c'est la question de la vitesse, du rythme effréné. Avant, il fallait, pour Inditex, c'était un peu le champion en la matière, peut-être 3 semaines pour dessiner un vêtement et le vendre. Maintenant, on réduit ça en quelques jours, en 1 semaine, c'est fait. Et on voit que ce rythme effréné qui est incroyablement élevé dans le cas de Shein, il se reporte sur tous les maillons de la chaîne, à commencer par les ouvriers et ouvrières qui travaillent. Une sorte d'ubérisation de la production, une sorte d'ubérisation du marketing aussi. Car ici encore,
Shein bouscule le marché. Pour cibler les très jeunes, la marque mise essentiellement sur les réseaux sociaux. Il y a les méga shows comme les concerts Shein Rock the Runway, mais aussi le recours massif aux influenceurs, superstars ou plus confidentiels. À quelques kilomètres de Porrentruy, le petit village de Cornol n'a pas franchement l'allure d'une capitale de la mode. Et pourtant, c'est là qu'on retrouve Cindy, alias Golden Puffin Outfit. À 31 ans, cette fashionista fait partie de ce réseau de petits influenceurs. Dès qu'elle a franchi la barre des 10 000 abonnés sur Instagram, elle a pu devenir partenaire de la marque. Alors là, c'est ma nouvelle collaboration Shein pour le Black Friday. Donc, ici, on a une parka. Ah, celui-là, je l'attendais. J'ai bien aimé la petite chaîne qu'il y a dessus. Je suis vraiment surprise, il est vraiment même plus beau qu'en photo. Ah, celui-là, on voit que c'est pas vraiment de la très bonne qualité, mais il fera l'affaire quand même. Et ce n'est pas un hasard si elle vit loin des centres urbains. Ce serait même une stratégie de Shein. Comment est-ce que vous faites quand vous voulez faire du shopping physique? Alors à Cornol, c'est un peu compliqué. En Ajoie aussi, on va dire qu'il faut... Je fais souvent sur Internet parce qu'il faut quand même faire pas mal de kilomètres pour pouvoir trouver des belles boutiques. Donc si on va pas sur Bâle, il n'y a pas grand-chose, on va dire. Ce jour-là, elle prépare des vidéos de promotion pour le Black Friday. Je reçois un email avec une proposition de campagne avec des dates de publication et un thème. À peu près, je dirais à peu près une fois par mois, ça dépend. Des fois, ça peut être un peu plus, des fois moins. Mais en général, c'est une fois par mois et à peu près une dizaine d'articles. Et vous devez faire la promotion de tous les articles? S'il y a 10 articles, par exemple, il y a 5 posts. Donc 2 articles par post. Est-ce que vous êtes payé pour ça? Non, je ne suis pas payée. Je reçois les habits gratuitement, mais après, je ne suis pas payée et je peux les garder. Sur Instagram, sur TikTok, ils sont des milliers à vanter les produits de Shein. Même Madame Tout-le-Monde y contribue. Les Shein Hauls se multiplient. Ces vidéos dans lesquelles les clients déballent et essaient leurs vêtements face à leur caméra. Des campagnes qui ne coûtent pas 1 centime à la marque. Moi, j'ai découvert surtout grâce à Instagram et TikTok, parce que j'ai vu des annonces, j'ai vu des filles porter des vêtements. Et c'est depuis là que je me suis inspirée, que je me suis dit que ce serait une bonne idée pour une fois de commander. Aujourd'hui, elle porte à son tour des vêtements Shein dans ses vidéos sur les réseaux sociaux. Shein, génie du marketing et de la logistique. Une croissance gargantuesque au service des jeunes du monde entier, sur le dos de milliers d'ouvriers chinois. Et interrogée à l'issue de ce reportage sur les conditions de travail de ses sous-traitants, Shein nous a affirmé prendre des mesures lorsque des violations sont constatées, ce qui peut aller jusqu'à la rupture de contrat. La marque a par ailleurs déclaré que d'après une étude indépendante, le salaire horaire est en moyenne 2 fois plus élevé que le salaire minimum local pour ses travailleurs. Commander par Internet, c'est aussi souvent renvoyer des articles. Pas rare d'ailleurs de commander plusieurs tailles pour faire ses essayages tranquillement à la maison et de retourner les habits trop grands ou trop petits. Mais qu'advient-il de ces produits? Pour le savoir, nous avons pisté des articles Shein pendant des mois. Traquer littéralement les produits que nous allons renvoyer. Le 9 novembre 2022, après avoir décortiqué le protocole de retour de Shein, nous entamons notre expérience. Je vais glisser des petits mouchards dans nos affaires. Une veste en jeans noir,
un sac à dos et une petite pochette jaune. Tous sont équipés de trackers que l'on pourra suivre grâce à notre téléphone portable. On emballe la marchandise. Selon la marche à suivre chez Shein, on remet les objets dans le sachet de base et on colle une étiquette de retour reçue par email. Plus qu'à renvoyer le tout par la poste ou par DPD. Et attention, ce n'est pas gratuit. Comptez 5 ou 6 francs par paquet selon le prestataire. Voilà, on a renvoyé nos achats et maintenant on va les suivre avec nos mouchards. Au départ, c'est assez classique. Tous les objets sont envoyés dans un dépôt de Berne. Ils y sont contrôlés et nous sommes remboursés le lendemain du renvoi. La suite, par contre, est plutôt surprenante. Nos articles embarquent en effet pour une petite tournée des ports européens. D'abord Rotterdam, puis Hambourg, où l'on mesure le gigantisme des flux logistiques derrière nos importations et nos renvois. Ensuite Bruges, Valence, et après l'Espagne, le grand périple jusqu'à Singapour. Suit Hong Kong, où nos objets se baladent sur le site pendant plusieurs jours, avant de s'en aller chacun vers de nouvelles aventures. Notre veste en jeans d'abord prend l'avion de Hong Kong pour l'Alaska, puis nouveau vol jusqu'à Mexico City, et ensuite la route jusqu'à ce quartier résidentiel au centre du Mexique, au terme d'un trajet qui aura tout de même duré 3 mois. Notre sac à dos, lui, s'envole de Hong Kong, direction Sydney, pour terminer sa course dans la banlieue de la ville australienne. Enfin, notre pochette prend l'avion de Canton à Taïwan, de Taïwan à Los Angeles, de la Californie à Lancaster en Pennsylvanie, avant de terminer à son tour dans un quartier d'habitation. Résultat, à eux seuls, ces 3 objets ont parcouru près de 100 000 kilomètres. Mais ces objets ont-ils bel et bien été revendus à d'autres clients de Shein? Pour le savoir, nous mandatons Aviva Fried, notre correspondante aux États-Unis. Voilà, on n'est plus qu'à 69 miles du tracker. On va y aller tout de suite. La voilà partie sur les traces de notre pochette jaune, direction Reading, petite ville de Pennsylvanie. Notre mouchard la guide dans le quartier que nous avions vu par satellite, un quartier latino-américain plutôt populaire. Alors d'après le tracker, la pochette jaune se trouverait dans cet immeuble, ici dans cette maison. On va aller voir. Did you buy? Bonjour, est-ce que vous avez acheté une pochette jaune chez Shein? Shine? Non. Bon, il n'y a personne. Alors en fait, le tracker nous indique une adresse, mais sur le plan, l'objet semble être à un autre endroit, pas très loin. On va essayer aussi cet endroit. Ça doit être la 4e maison apparemment. On va voir s'il sonne. Le tracker m'indique que la pochette est avec moi, ce qu'elle n'est pas. Bonjour, je suis désolée de vous déranger, je travaille pour la télévision suisse. Vous avez cette pochette? Celle-là? Elle est jaune. Non? C'est dans votre maison. À force d'insister, la femme finit par nous laisser rentrer. Reste à localiser l'objet que notre hôte dit ne pas avoir commandé. Non, nada. Pour retrouver ce tracker, nous le faisons biper à distance. Elle pense d'abord qu'il est dans ses poupées. Cette poupée, vous l'avez achetée chez Shein? Ah non, pas chez Shein. Je l'ai achetée chez Wish. Shein? Attendez. Mon époux a acheté une sacoche avec un petit truc rond à l'intérieur.
Tu te souviens de la sacoche là que tu as achetée chez Shein avec le truc rond qui sonnait à l'intérieur? À distance, son mari la guide dans un dédale de valises. Regarde là, le jaune là, le jaune. Non, c'est une chemise ça, c'est une chemise. On l'entend ici? On entend le son. On n'est pas loin, probablement. C'est dans l'une de ces valises. Non, je sais pas. Et finalement, presque miraculeusement... Oh, c'est bon, je l'ai trouvé. Si. C'est bon, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Je l'ai simplement acheté chez Shein. Il n'y en avait plus qu'une et je la trouvais sympa parce qu'elle allait bien avec une chemise que je voulais mettre pour aller à une fête. Et puis je me suis dit, mais c'est quoi ce truc à l'intérieur? J'ai demandé à un copain. Lui non plus, il ne savait pas ce que c'était. Muchas gracias para tu participación. No problem. Voilà, mission accomplie. La pochette jaune était bien à Reading, en Pennsylvanie, à plus de 6000 km de Genève. Tracker qui est revenu à Genève depuis. Près de 100 000 km de trajet, donc, soit 2,5 fois le tour de la Terre pour 3 objets seulement. Et des données plutôt rares sur les routes empruntées par nos renvois de marchandises. Des informations que nous avons fait analyser par 2 experts. Un professeur de logistique et un expert en bilan environnemental pour modéliser le coût de renvoi de ces articles et leurs émissions de CO2. La première surprise, c'est que ça repart en bateau. Donc ça, c'était une bonne surprise. On se méfie de plus en plus que l'avion est utilisé par défaut. Par contre, dans les surprises négatives, c'est le fait que ça repart en bateau de l'autre côté de la planète avant de savoir où cette pochette doit retourner. La deuxième surprise, c'est le fait que l'impact de l'avion en fait, est encore plus grand que ce à quoi on s'attendait avant de se poser la question des calculs. Quand on fait la somme totale, la pochette a produit à peu près 1 kg de CO2 à être produite et environ 6 kg de CO2 à être transporté à travers le monde. Non-sens écologique, non-sens économique aussi. Ce qui m'a surpris, c'est que ces articles prennent très souvent l'avion. Et ce qui me surprend également, donc, c'est un retour complet de l'article jusqu'au point de départ, jusqu'en Chine. Alors qu'on pourrait estimer qu'à un moment donné, on pourrait passer sur des plateformes logistiques qui peuvent exister en Europe et les renvois se passent à ce niveau-là pour aller peut-être aux États-Unis ou en Australie ou ailleurs. Et d'après ces calculs, certains retours se font même à perte pour l'entreprise. Ce qu'on a fait comme calcul et estimation, c'est que la veste, aujourd'hui, en termes de le coût de retour de cette veste est de l'ordre de 7,50 francs. Si vous prenez la veste et que vous l'envoyez aujourd'hui, par exemple, par la poste, ça vous coûtera peut-être 5 francs en retour. Et ce qui veut dire qu'il y a à peu près 2,50 francs de différence que l'entreprise doit couvrir par elle-même. Des coûts, un impact environnemental, multiplié par les millions de produits Shein qui circulent autour du globe. Je pense qu'on arrive en tout cas à un modèle qui n'est plus viable sur le plan économique et je ne pense pas qu'il est viable sur le plan sociétal aujourd'hui. Et de mon point de vue, en tout cas, ce n'est pas un modèle qui va pouvoir persister. Et pourtant, rien n'arrête l'ascension fulgurante de Shein. En 2022, son chiffre d'affaires a bondi de 45%. On précise que nous avons interrogé Shein sur sa politique de retour. La marque n'a pas voulu s'exprimer sur ce point. Bonsoir Géraldine Viret. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable média de l'ONG Publica et on vous a vu dans le premier reportage. Comment est-ce que vous réagissez aux informations collectées par ce traçage ?
Bon, c'est difficile de savoir à quel point c'est représentatif, mais ce qu'on voit, c'est que près de 100 000 km pour 3 articles, c'est hallucinant, avec un coût environnemental extrêmement élevé. Pourtant, on peut se dire qu'on n'est pas dans le scénario du pire, dans le sens où aucun des vêtements a été détruit. Visiblement, ils ont retrouvé des clients, des propriétaires. Et puis, il y a une partie des trajets qui se font donc, pour partir de l'Europe en bateau plutôt qu'en avion. Mais ce résultat-là, il fait quand même peur, dans le sens où Shein, aujourd'hui, c'est un vaste réseau, c'est une grosse machine qui expédie chaque jour des quantités astronomiques de vêtements, ultra bon marché aux quatre coins de la planète, avec un modèle d'affaires qui est basé sur la surconsommation. Donc plutôt une bonne surprise, mais un problème au niveau de l'ampleur, en fait. C'est plutôt ça qui Je pense qui que vous inquiète. quand on voit près de 100 000 km, on ne peut pas parler de bonne surprise. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de la destruction ou pas des vêtements. Après, il faut voir que, je crois que ça vous a coûté 6 francs, si je ne me trompe pas, pour retourner ces vêtements. Il y a aussi énormément de gens qui vont finalement se dire, moi, je ne vais pas payer 6 francs parce que mon t-shirt, parce que ma veste, elle m'en a coûté 5 ou 10. Et à ce niveau-là, il y a aussi énormément de gaspillage en raison des vêtements qu'on ne portera jamais. Alors, qui dit retour, revente, dit bien sûr aussi centre logistique. Et vous dénoncez également les conditions de travail dans les centres logistiques de la marque Shein en Chine. Mais il y a quelque chose qui m'a surpris aussi dans votre reportage, c'est le fait que personne n'avait trouvé ces mouchards, ces trackers. Parce que dans les centres logistiques, les personnes en général inspectent les vêtements pour voir qu'ils n'aient pas été endommagés et puis les réemballent. Et pour moi, ça peut paraître anodin, mais ça montre aussi que ce travail, il est fait à un rythme effréné. Nos partenaires locaux ont fait une enquête dans un centre logistique de Chine, en Chine même, et les témoignages sont vraiment très, très scandaleux, très choquants, avec des gens qui disent on n'a pas le droit de s'arrêter. On a un manager qui nous surveille en vidéo. Si on fait une pause, on va être réprimandé, on nous hurle dessus, on va avoir des retenues de salaire. Et aujourd'hui, c'est ça la réalité de ce modèle. C'est des gens qui travaillent comme des robots, qui sont surveillés, qui sont insultés, pour des salaires qui, et Shein le disait dans sa réponse, les salaires sont bons, mais en réalité, les salaires ne sont pas bons. Ils sont corrects ou supérieurs à la moyenne locale, c'est vrai, mais parce que les gens doivent faire des heures supplémentaires incroyables, travailler à la productivité pour y arriver. Et on précise juste à propos du contrôle qualité, du non-repérage du petit tracker que celui-ci avait été effectué dans un centre logistique, mais en Suisse. L'ultra fast fashion, quand même, ce n'est pas que Shein. Il y a d'autres marques. On peut penser à Boohoo, on peut penser à Temu qui est en expansion très très rapide. Est-ce que les processus de travail de Shein sont plus problématiques que chez les autres, selon vous ? Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est à un stade supérieur avec ce qu'on appelle la mode ultra éphémère, c'est-à-dire des plateformes qui vendent des quantités, je le disais, astronomiques de vêtements à des prix très faibles, associés à un modèle purement en ligne. Et cette explosion du commerce en ligne, il accentue la pression à tous les niveaux de la chaîne, que ce soit les personnes qui fabriquent ces vêtements, et on le voit bien, mais aussi les personnes qui les traitent, qui les livrent, etc. Donc là, on est vraiment dans un modèle qui est basé sur l'exploitation des personnes et des ressources à un rythme toujours plus effréné. Donc je pense qu'on est vraiment à un niveau supérieur et c'est très inquiétant. Merci beaucoup Géraldine Viret. Merci à vous. Très bonne soirée à vous. Et place maintenant au témoignage de l'une de nos téléspectatrices. Réserver son hôtel à l'avance, c'est souvent le meilleur moyen d'obtenir un tarif avantageux. Mais dans cette histoire genevoise, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le récit de Lison Méric. Après la crise du Covid, le tourisme genevois reprend peu à peu des couleurs. Et même si le tourisme d'affaires et de congrès n'atteint pas le niveau d'avant, les salons reprennent en 2023 avec une valeur sûre, l'horlogerie. Dans le cadre de mon travail, je suis mandatée par une société indépendante horlogère pour c'est un mandat d'organisation de salons et du suivi pour leurs clients. Indépendante, Laetitia Ménager organise la participation de marques horlogères au salon de la branche. En l'occurrence, Louis Erard ne fait pas partie des poids lourds de l'horlogerie de luxe suisse. Elle produit de petites quantités de montres artisanales vendues pour quelques milliers de francs. Petite société et moyens limités donc, mais qui doit pourtant participer au nouveau salon de l'horlogerie suisse Watches and Wonders, sorte de Fashion Week de la montre qui se tient à Genève depuis 2022 au printemps.
Les dates ont été diffusées bien en amont, donc j'ai pris la peine de réserver des chambres d'hôtel sur Genève pour m'assurer d'avoir des prix qui faisaient du sens aussi avec le budget de la société que je représente. Donc en juillet 2022, j'ai effectué une réservation auprès de Booking pour un hôtel à Genève pour fin mars 2023. 265 francs, petit déjeuner inclus. Ce qui est un prix standard à cette période, mais vu qu'il y avait un salon qui était annoncé, ils allaient fortement augmenter dans les jours à venir. Vous êtes passé par Booking à ce moment-là, pour quelle raison ? Parce que j'ai envoyé un email à l'hôtel avec qui nous avions déjà collaboré l'année précédente, qui m'avait envoyé un tarif beaucoup plus élevé. Et ayant la possibilité de réserver par Booking, 9 mois en avance, je me suis dit, on va faire une économie sur les chambres, vu qu'il y a pas mal de frais annexes qui s'ajoutent quand on fait ce genre de salon. Le 24 décembre à 18h, ma carte est annulée sur le site Booking. On me dit qu'elle a été refusée et que j'ai 24 heures pour pouvoir réintroduire une nouvelle carte valide, ce que je fais immédiatement. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Enfin, c'est ce que je pensais, parce qu'en janvier, je suis contactée directement par le manager de l'hôtel sur mon email professionnel qui me dit que l'hôtel est complètement réservé et que de ce fait, il ne peut pas me recevoir, mais qu'il va mettre en place quelque chose où il va essayer de négocier des autres chambres pour nous durant cette période. Il me recontacte quelques semaines plus tard pour me dire « Miracle, l'hôtel n'est plus privatisé, nous pouvons vous recevoir, mais vu la période, aujourd'hui, nos tarifs ont augmenté. » Donc, à ce moment-là, il me demande d'annuler ma réservation sur Booking et de passer en direct avec lui. Et il me demande une augmentation de 130 francs par chambre et par nuitée. Et j'avais 15 nuitées réservées chez eux. L'augmentation est conséquente. Le séjour passe de 3 975 francs pour la réservation sur Booking en juillet à 5 925 francs pour la réservation en direct avec l'hôtel. Un tarif de faveur, selon l'hôtelier, puisque sur le site de Booking, à 6 semaines de l'événement, le prix serait de 9 000 francs. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Nous lui avons réécrit en lui disant que nous avons une réservation avec Booking, que je ne comprenais pas ce qu'il était en train d'insinuer parce que c'est quand même rupture de contrat. Donc nous avons décidé, en commun avec le manager, que nous gardions nos réservations à ce tarif-là. Donc il y a un email du 8 février où je lui réponds « Monsieur, nous confirmons nos réservations au tarif de Booking ». Plus de nouvelles. Et le 11 février, à 23h environ, ma carte est de nouveau refusée. La réservation est alors annulée par l'hôtel, même si la carte de crédit utilisée est tout à fait active. Alors déjà, on ne dort plus, parce qu'on a lancé notre société avec mon compagnon il y a 1 an et demi, donc on doit avoir une certaine crédibilité par rapport aux gens qu'on représente. Tout va très vite dans la tête, donc je me retourne sur la location en direct sur des sites particulier à particulier. Et on a réussi à trouver une solution, mais qui était moins agréable peut-être que d'être dans un hôtel. Mais voilà, c'était la solution qui est venue à nous, puisqu'il n'y avait plus rien sur Genève, avec des tarifs qui faisaient sens pour les sociétés que je représente. Nous avons sollicité le directeur de l'hôtel D pour connaître sa version des faits, mais il a sèchement refusé de répondre à nos questions. À défaut, nous nous sommes tournés vers la Société des hôteliers genevois qui représente 85 des 100 hôtels de la place, toutes catégories confondues, mais pas l'hôtel D. En 2023, Watches and Wonders, c'est 35 000 nuitées à Genève en 5 jours, de quoi saturer l'offre hôtelière et faire grimper les prix. Un hôtel peut-il alors modifier les prix de réservation déjà conclus pour la période ? Réponse du président de la Société des hôteliers genevois. Alors c'est une pratique qui, à mon avis, ne devrait pas avoir cours et ce n'est pas une attitude d'un hôtelier et convaincu. On est là pour le bien-être de nos clients, on est là pour leur offrir un moment agréable, un moment de convivialité et ce que vous venez de me décrire ne correspond pas vraiment à la vision que j'ai, moi, en tant qu'hôtelier, et celle de la plupart de mes collègues, effectivement. Cet hôtel n'est pas représentatif de l'ensemble des hôtels genevois. Reste à savoir si honorer une réservation au prix fixé tient de la bonne pratique des hôteliers ou s'ils y sont légalement tenus. Et pour le client, ça fait toute la différence.
Bonsoir Jean Tchop. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce studio. Vous êtes responsable conseil au sein de la Fédération romande des consommateurs. Alors, la question est posée, est-ce qu'un hôtelier qui annule une réservation de cette manière-là, c'est légal? Non, ça n'est pas légal. Il y a un contrat de départ entre votre téléspectatrice et l'hôtel avec un prix, 265 francs. Et c'est à ce prix-là que le contrat est conclu. Donc, il y a un engagement à respecter pour l'hôtel. Un élément intéressant, c'est que dans les conditions générales de cet hôtel, il fallait que la carte de crédit utilisée par la cliente pour faire la réservation soit encore valable au moment du séjour. Alors dans ce cas-là, sa carte de crédit est effectivement encore valable, mais est-ce que ça veut dire que quand on réserve pour ses vacances d'été, par exemple, longtemps à l'avance, on doit faire attention à ce paramètre ? Il faut lire attentivement les conditions générales. Si effectivement elles exigent que la carte de crédit soit valable au moment du début du séjour, alors il faut s'en assurer au moment de la réservation. Ce qui est un petit peu particulier dans ce cas, c'est qu'en fait, l'hôtelier, à un moment donné, propose à la cliente d'annuler sa réservation pour en créer une nouvelle. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ? Non, il n'y avait pas ici à annuler la réservation et la téléspectatrice a eu raison de s'y opposer. Il y a une tentative ici de l'hôtel de faire annuler cette réservation, de demander à madame si elle donne son accord. Et madame a eu le bon réflexe en le refusant, parce qu'il y a un contrat, encore une fois, de départ, il y a un engagement contractuel qui doit être tenu pour le prix de départ. Parce que finalement, si on accepte d'annuler une réservation, on ne sait pas forcément à quelle sauce on va être mangé après. Effectivement, c'est le risque de se faire piéger et ensuite de se voir proposer un tarif plus élevé. Merci beaucoup, Jean Tchop, pour vos réponses. Très bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Et on termine cette émission à la cuisine pour parler frites, ou plus précisément friteuses à air chaud. Ça consomme peu d'huile, c'est dans l'air du temps, mais vous allez le voir, sur 8 modèles testés, il n'y en a qu'un de véritablement efficace. François Janet avec nos collègues de Kassensturz. Vous pouvez les tester en laboratoire ou les trouver dans la cuisine. Ce sont des friteuses à air chaud. Il n'y a plus qu'à tester, à goûter et à les évaluer. Aris Guzman, la cuisinière, elle, se contente de goûter. Je fais une recette antillaise, une galette de feuilles de bled qui est normalement frite dans l'huile. Mais cette fois, je ne la ferai pas frire dans l'huile, mais dans l'air fryer. C'est la première fois que j'essaie cela parce que j'ai toujours plus de clients qui veulent manger plus sainement avec moins d'huile. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cela fonctionne. Pour la pâte, Aris Guzman a besoin d'oignons, de farine, de pois chiches, de cumin et de feuilles de bled blanchies. Elle fait cuire ses petits gâteaux dans un four air fryer. Sur le plan culinaire, le test du laboratoire de Nuremberg est un peu moins exigeant. Là, on utilise des aliments surgelés. Nous avons fait le test avec des quantités maximales indiquées par les fabricants. Et aussi avec des aliments surgelés qui sont en fait prévus pour ces friteuses à huile. Premier objet du test, des frites pour friteuses à huile, cuisinées dans une friteuse à air chaud. Ici, les frites doivent être secouées régulièrement. Pour les frites, la grande majorité des appareils obtient un résultat plutôt moyen. Nous avons d'un côté celles qui sont très claires, c'était probablement celles qui étaient dans le fond du panier. Elles ne sont donc pas frites ou pas cuites, mais quasi encore crues. Et celles qui sont en haut du panier, elles sont partiellement déjà brûlées aux extrémités. D'autres tests suivront avec des nuggets de poulet, des beignets aux pommes. Les résultats du test en laboratoire le montrent, tous les appareils obtiennent la mention « suffisant ». Les friteuses à air chaud de Betty Bossy et de Trisa ont obtenu la plus mauvaise note, 6,2 sur 10. Les notes sont pondérées puisque les frites ont été cuites différemment. Les appareils d'Electrolux et de Philips sont un peu meilleurs avec des notes de 6,4 et 6,6. Mais là aussi, les résultats ne s'approchent pas de ceux d'une friteuse à huile. Je pense que ces appareils portent mal leur nom, car ce sont en fait des petits fours et non des friteuses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre au même résultat qu'avec une friteuse à huile. Il fonctionne avec de l'air chaud, un principe de circulation d'air comme un four.
Reste que les friteuses à air chaud sont appréciées. Sur les médias sociaux, on trouve des centaines de propositions de recettes, de la côtelette au petit gâteau au chocolat, qui selon son auteur est délicieux. Notre chef de cuisine, Aris Guzman, est également présente sur les médias sociaux et elle connaît la friteuse à air chaud grâce à sa famille. Nous y faisons régulièrement des frites. Ma sœur fait des escalopes là-dedans, elle cuit la viande et ça fonctionne. Retour au laboratoire, prochain défi, faire des gâteaux. La friteuse à air chaud est maintenant comparée à un four, car en fait, les friteuses à air chaud sont des petits fours. Le résultat est sans appel. À gauche, un cake parfaitement cuit au four. À droite, il est brûlé et déformé à la sortie d'une friteuse à air chaud. C'est le pire des résultats. Ce n'est pas la pâte la plus facile à cuire car il y a peu de levure chimique. Mais c'est aussi tout simplement parce que l'espace de cuisson des friteuses est très petit. Et il faut toujours faire attention parce que le gâteau lève et il s'approche trop de l'élément chauffant. Parfois, il n'est tout simplement pas cuit. Cela est dû soit à la température, soit à la circulation de l'air. Avantage des friteuses à air chaud, elles consomment jusqu'à 10 fois moins d'énergie que les fours. La consommation d'énergie est modeste pour tous les appareils. Suite du test, Miostar obtient la note 7, tout comme l'appareil de Xiaomi, avec des très bons beignets aux pommes. Encore un peu mieux, la friteuse à air chaud de Koenig avec une note de 7,4 grâce à des nuggets de poulet croustillants. Et voici le vainqueur, l'appareil le plus cher du test. Il obtient les meilleurs résultats pour les frites, mais aussi pour sa facilité d'utilisation. C'est pourquoi l'appareil de Tefal obtient la mention « Bien », noté 7,8 sur 10. Il se rapproche d'une friteuse à huile, comme le montre le résultat. Ces frites sont vraiment bonnes. Elles ne sont ni brûlées, ni pas assez cuites. Le brunissement n'est pas toujours optimal, mais dans l'ensemble, c'est un très bon résultat pour une friteuse à air chaud. Chez Aris Guzman, la galette de bête à carde végétalienne, cuite dans une friteuse à air chaud, est désormais prête pour la dégustation. Ça a bon goût. Je suis vraiment surprise. Et il y a une bonne croûte, une bonne couleur. Pour moi, c'est tout à fait une option de faire ça comme ça à l'avenir. Conclusion, les friteuses à air chaud n'ont presque rien à voir avec les friteuses à huile, mais leurs résultats montrent qu'on peut se montrer curieux et essayer. En réaction à ce test, certains fabricants ont signalé que le résultat de cuisson des frites aurait été meilleur avec de plus petites quantités. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir.